Est-ce que je mets un peu de rouge à lèvres? Ouais, c'est une bonne idée ça. Attends, j'arrive. Hey! Salut et bienvenue chez Motard en Road Trip. Désolée, je publie cette vidéo avec pas mal de retard, donc vraiment désolée, j'ai été prise par pas mal de sujets un petit peu perso. Mais bon, tu es là, je suis là, c'est le plus important. Installe-toi confortablement et on va démarrer tout de suite. Pour me faire pardonner, je te publie dans la description toutes les questions qui m'ont été posées de façon à te faire gagner du temps pour aller directement vers la question qui t'intéresse toi. Ça vaut un petit pouce vers le haut, non? Allez, on commence tout de suite. Dans cette vidéo, je réponds à toutes les questions que tu m'as posées sur le road trip au Cap Nord. C'est parti, on démarre tout de suite. Première question, comment es-tu venu à la moto? Je dirais, et comment la moto est venue à moi? La moto, en fait, ça me vient depuis que je suis haute comme trois pommes. J'ai un ami de mes parents qui m'a emmené sur sa grosse moto à l'époque, quand j'étais vraiment toute gamine, 4-5 ans. On a fait le tour du pâté de maison, mais j'en garde vraiment un souvenir impérissable. Ce sentiment de liberté, ça m'a donné le goût. Je suis pourtant pas d'une famille motarde. Je me souviens que je mesurais déjà à l'époque avec mon mètre ruban la hauteur de selle des petites motos électriques qui se vendaient pour savoir si je pouvais toucher les pieds bien au sol. Ça m'a suivi tout au long de mon parcours. Je pensais que j'arriverais à grandir, mais bon, c'est pas possible, c'est pas possible. La vérité, c'est que j'en sais fichtre rien. C'est un petit peu comme toutes les choses que tu aimes et que tu sais pas forcément expliquer. La vitesse, j'adore la vitesse. Le bruit du moteur. Je me souviens aussi regarder avec mes parents le soir le Paris-Dakar de l'époque, le vrai, celui qui faisait Paris à Dakar, avec mon idole Stéphane Péterancel. Je me demande pas pourquoi j'adorais ce gars-là, mais voilà, c'était mon petit chouchou de l'époque. Et je sais pas, la vérité c'est que j'en sais rien, mais je pense que comme toi, c'est quelque chose que j'adore, ce sentiment de liberté. Et puis la possibilité de s'évader, de découvrir d'autres paysages. Voilà. Pourquoi avoir choisi le Cap Nord? Ben ça, merci Lolo Cochet. Si j'ai fait le Cap Nord, en fait, c'est à cause de lui. Je dirais plutôt grâce à lui, à cause de cette petite phrase qu'il a dite. Le Cap Nord, c'est pas une destination de fillettes. J'avais vu d'autres vidéos où il se moquait un petit peu des filles, les filles en tout terrain, tout ça. Bon bref, je pense que tu as vu certainement ces vidéos-là aussi. J'ai voulu me prouver que c'était possible et que même une fille, elle pouvait y arriver. Cette phrase, elle a résonné en moi pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et j'ai préparé pendant environ 6 mois toute cette aventure. J'ai été touchée dans mon ego. Cette phrase-là, c'est pas une destination de fillettes, mais je vais te montrer, moi, Lolo Cochet, si c'est pas une destination de fillettes. Peut-être pas une destination pour tout le monde, mais les filles peuvent y aller. C'est ça que je veux dire. Et la preuve en est, c'est que oui, c'est possible. Merci Lolo. Pourquoi es-tu partie seule? Déjà, c'était pas forcément évident de trouver quelqu'un pour cette destination-là. Il faut trouver aussi quelqu'un qui a envie d'aller au Cap Nord. La deuxième chose, c'est que je suis partie au mois d'août. Tout le monde n'a pas les mêmes possibilités de prendre des vacances à cette période-là. Parce que ma société ferme, j'ai posé 4 semaines de congé, même si le voyage en lui-même a duré 21 jours. Je m'étais gardé une petite semaine au cas où il m'arrive un pépin, on va dire. Pourquoi avoir choisi la Multistrada 1260? Tiens, ça te donne une image du gabarit de la moto. Pourquoi pas une GS ou d'autres motos? À la base, je voulais partir avec ma 1250 GSX FA, qui est une moto que j'adore, avec laquelle j'ai fait pas mal de road trip. Et en fait, voilà, j'étais vraiment décidée à la base pour partir avec celle-là, parce que c'est une moto que je connais très bien depuis plusieurs années, et avec laquelle je me sens en sécurité, et avec laquelle je me sens tout à fait apte à parcourir le même nombre de kilomètres. La chose qui m'a arrêtée, en fait, c'est la vidange. Parce que cette moto, il faut faire la vidange tous les 6000 km, donc pour une grande routière, c'est quand même pas très évident. Alors qu'avec la Multistrada, c'est 15 000 km, ce qui me laissait parfaitement le temps de faire tout le tracé du périple. Pourquoi pas la GS? La GS, déjà, elle est plus grosse, et en tout cas celle que je visais, la R1250, un petit peu trop grosse pour moi, un petit peu trop haute de selle également, même si je sais qu'on peut faire des versions rabaissées. Et puis, je trouve que la Multistrada a une meilleure gueule, hein. Alors je vais peut-être me faire des ennemis, mais voilà, c'est les goûts et les couleurs. Et pourquoi pas d'autres motos? Il y avait la KTM 1290 aussi, mais qui me semblait un petit peu plus dure. Et puis pareil, les KTM sont toutes très hautes de selle, donc c'est un petit peu pour moi compliqué, vu que je mesure 1m58. On a déjà suffisamment de choses à gérer avec l'équipement pour ne pas se mettre des bâtons soi-même dans les roues avec une hauteur de selle qui serait trop haute et où je toucherais pas les pieds par terre, par exemple. D'autres motos, l'Africa Twin aussi, qui me plaisait pas mal, mais vraiment,
C'est la gueule de la Multistrada qui m'a le plus plu et c'est pour ça que je l'ai choisi. La sonorité du moteur aussi. Bah, j'adore quoi, je kiffe, voilà. Et puis pourquoi on aime plus que celle-ci, plus qu'une autre? Bah voilà, parce que je la trouve jolie. Combien de kilomètres as-tu fait avec tes pneus? J'ai fait 10 000 kilomètres avec mes pneus, ils étaient encore pas morts, donc je pense qu'on peut facilement faire 15 000 hein, sans aucun souci. Quelle est ta prochaine destination road trip? Je pense que ce sera l'île de la Réunion, puisque c'est un projet que j'ai dû décaler à cause du Covid. J'espère partir au mois de mars. Voilà, on verra si ça se fait, si c'est possible ou pas, mais voilà, on croise les doigts. Et quels seraient tes prochains road trips? Ce que j'adorerais faire, mais par contre ça demande du temps et aussi un petit peu d'argent. Enfin, beaucoup de temps et beaucoup d'argent plutôt. J'adorerais faire le tour de l'Australie, donc là il faut partir pour plusieurs mois. Également j'adorerais faire l'Amérique du Sud, et moi qui ai fait des études de langue, j'ai étudié l'Amérique du Sud et j'aimerais visiter les temples incas, aztèques, etc. Visiter le Pérou, la Bolivie, aller jusqu'au sud. Ça serait vraiment un kiff ça, par contre voilà, il faut énormément de temps parce qu'on parle d'un continent donc... Et puis bah, bien sûr l'Amérique du Nord avec la route 66, j'aimerais revenir par le Canada, enfin voilà, j'ai plein des projets, je ne sais pas ce qui manque c'est le temps et l'argent. Quelle future moto choisir pour ton prochain road trip? Pourquoi pas la Multistrada ou pourquoi pas une qui me plaît pas mal, la V85 voilà, qui a l'air sympa aussi. Des motos, bah moi tu me donnes n'importe quelle moto, j'adore. Hein. Quelle moto choisir pour ce genre de road trip? Je dirais qu'un trail, c'est vrai que c'est pas mal. En fait, moi c'est la première fois que je conduis un trail avec la Multistrada et je pensais jamais de ma vie conduire un trail parce que c'est trop haut. Comme quoi, bah, plus le temps avance et plus soi-même on avance aussi. Quelle moto choisir? J'ai envie de te dire la tienne, celle avec laquelle tu es le plus à l'aise, celle que tu connais le mieux. À toi de faire le choix si tu veux faire une vidange par exemple. Soit tu sais faire toi-même et puis bah, tu peux la faire. Soit trouve un mécano en cours de route qui puisse te la faire. Ce que j'ai pas dit sur la précédente question, c'est que trouver un mécano en plein mois d'août pour faire la révision des 6000 km, je pense pas que j'aurais trouvé. Et en plus, la deuxième chose qui me préoccupait, c'était le tarif, parce que la Norvège, c'est quand même une destination qui est assez chère. Et j'avais peur du coup de bambou, tu vois. Ting. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une moto avec laquelle il n'y a pas besoin de faire de vidange. Ni d'entretien, ni de révision, grosso modo. Ta bonne humeur, oui, mais as-tu eu des coups de moins bien? Alors, c'est une très bonne question. La vérité, c'est que forcément, dans un voyage, tu as des coups de moins bien, mais je dirais que j'ai pas eu de coups de déprime. Ma meilleure compagne, c'était Titine. Quand tu es seule, en fait, c'est peut-être bizarre, mais on a tendance à se confier à sa Titine, à lui parler, à lui demander de nous rassurer dans les moments où on est un petit peu comme ça, où on est un petit peu en perte de confiance. Donc bah, on parle à sa bécane, on lui dit « Allez Titine, tu vas pas me laisser comme ça, hein. Allez Titine, vas-y, allez Titine, engage là !» Allez. On la considère un petit peu comme un animal, hein. Bon, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de canassons dans le moteur. Les canassons, on va dire qu'ils deviennent un petit peu réalité, comme un animal à qui on aurait envie de parler pour nous rassurer dans les moments où c'est moins bien. Mais j'ai pas eu véritablement de coup de blues, vraiment. C'est une destination où t'en prends tellement plein les mirettes que t'as pas le temps d'avoir un coup de blues. Et puis comme tu es dans l'action, tu te poses pas de questions. Chaque jour est une nouvelle aventure. Y a-t-il eu un moment où tu as eu peur? Alors oui, il y a eu un seul moment sur tout le trajet où j'ai un petit peu flippé. C'est au moment où j'étais en train de prendre une photo, au moment où tu arrives à Nordkap. Là où il y avait le panneau d'affichage Bienvenue dans la commune, sur le chemin du retour du Cap Nord. En fait, sur l'allée, j'ai pas pu véritablement prendre une jolie photo parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient présentes et du coup j'avais un angle de vue qui était un petit peu moins bien et je m'étais dit ben, quand je vais redescendre, c'est pas grave, au pire j'attendrai un petit peu et puis je prendrai une jolie photo de cet endroit. Il y a un gars qui est venu derrière moi avec un van noir. Et le gars était un petit peu bizarre, tu sais, nous les filles on a tendance à sentir quand il y a un truc qui est pas clair. Puis il a commencé à me poser des questions, d'où est-ce que tu viens, est-ce que tu es toute seule? Et puis, je sais pas, dans son regard j'ai senti quelque chose de pas clair, il regardait pas mal aux alentours, comme s'il voulait s'assurer qu'il y avait personne qui regardait. Donc j'ai eu un peu flippé de finir dans son camion. Une agression sexuelle est toujours possible. Ce que je conseille pour les nanas qui voyagent seules, bah, c'est de garder ton casque sur la tête. Parce que ce que je m'étais dit, c'est que si jamais le garçon était peut-être un peu trop insistant et voir s'il avait voulu m'emmener dans son van, je pense que j'aurais pu lui donner un coup de tête. Hein. Un bon coup de casque, à mon avis, ça peut faire son affaire.
Et la deuxième chose, c'est de ne jamais dire que tu es seul. Dans mon cas, j'ai dit, bah non, j'ai mes amis qui m'attendent en bas. D'ailleurs, il va falloir que j'y aille parce qu'ils vont commencer à se faire du souci. Et je pense d'ailleurs qu'ils vont pas tarder à remonter. Il faut rester quand même assez ferme pour montrer que t'es pas une faible femme, entre guillemets. Je pense que l'attitude est plus importante que tout, c'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en soi et dire au garçon que voilà, il est sympa, etc., mais que là, il va falloir qu'on y aille. Ne pas laisser place à l'incertitude ou à une pseudo-faiblesse qui ferait croire que tu es en situation où il pourrait abuser de toi. Voilà, tout simplement. Comment as-tu préparé ton voyage ? D'abord, la préparation physique. Je me suis remise au sport parce que j'avais un petit peu oublié le sport, même si je fais de la moto depuis toujours. C'était mon seul sport. Je me suis remise à courir. Et puis j'ai fait un petit peu de yoga. Et puis figure-toi que ça m'a bien aidé parce que ça m'a permis de regagner un petit peu de souplesse. C'est vrai que sur la moto, tu fais pas grand-chose, à dire vrai. Donc tu peux perdre du muscle. Perso, je trouve que c'est bien de se préparer un petit peu physiquement avant d'y aller. Préparation mentale. Matériel à emmener. Pour ce qui est du matériel à emmener, je pense que je vais plutôt te rediriger vers la chaîne. Je te mets le lien juste en dessous. Va regarder, il a fait une vidéo qui est vraiment sympa pour tout ce qui est matériel à emmener. Ce que j'ai envie de te dire en supplément, c'est d'emmener des vêtements qui soient entre guillemets techniques, c'est-à-dire des vêtements de sport, des vêtements qui soient un petit peu en acrylique. Éviter à tout prix le coton, que ce soit pour les vêtements pour le buste ou pour les jambes. Privilégier des vêtements qui sèchent rapidement. C'est pour ça que je les appelle techniques, mais bon, tu peux trouver ça dans n'importe quel magasin de sport, tu n'es pas obligé d'aller vers de la moto. L'idée, c'est que quand tu transpires, eh bien, le vêtement sèche beaucoup plus rapidement. Pour les lessives, c'est aussi beaucoup plus pratique. Quand il fait chaud, donc, ça permet donc, de bien éliminer la sueur, de ne pas rester trempé, parce que si tu es trempé dans ta sueur, bah, tu vas finir à un moment donné par avoir froid. L'idée, c'est d'éviter ce froid avec des vêtements techniques qui gardent toujours plus ou moins la chaleur de ton corps et qui t'évitent d'avoir à brûler des calories pour te réchauffer. Prévois un petit peu peut-être pour cuisiner, un chauffeur à gaz par exemple, et puis un petit peu de vaisselle pour que tu puisses manger un petit peu le soir, et puis une trousse médicale pour les petits bobos de la vie quotidienne, des pansements si tu te coupes, de l'arnica si tu te fais mal, des pastilles pour la gorge, enfin voilà le petit truc trousse médicale de base. Comment as-tu planifié tes trajets, les étapes, le nombre de kilomètres par jour, les cartes et GPX? Donc moi ce que je me suis fixé en fait c'était déjà d'arriver à Oslo, puisque c'est à partir d'Oslo véritablement que commence le trajet vers le Cap Nord. Pour aller jusqu'à Oslo, il y a quand même pas mal de bornes. Tu peux le faire par les petites routes si vraiment tu as beaucoup de temps. Moi j'ai privilégié l'autoroute, faire 700 à 800 km par jour. À partir de Oslo, je me suis planifié on va dire dans les 300 km par jour et je modulais ensuite en fonction de ma fatigue. Et si j'étais trop fatiguée à un moment donné du voyage, bah, c'est pas grave, je ferai un peu plus de kilomètres les jours qui suivent. Ce qui est intéressant à planifier, c'est la fatigue. C'est quelque chose dont on ne parle peut-être pas suffisamment. Mine de rien, on n'est pas habitué à piloter aussi longtemps sur les routes, sur le nombre de jours du road trip. Donc c'est important de faire attention à soi parce qu'en cas d'accident, bah, on peut compter que sur soi. Il faut à tout prix éviter que le road trip s'arrête à cause d'une faute d'inattention ou parce que tu n'as pas bien géré ta fatigue ou parce que tu t'es pas arrêté à ce moment-là. Le nombre d'étapes, ben, c'est à toi de voir ce que tu peux encaisser par jour, si tu es jeune permis, si tu es vieux permis. J'ai mesuré 300 km, voilà, je me suis dit, bah, si j'arrive à Oslo, ben, je compte à peu près 300 km, j'arrive où? Ben, voilà, ben, je pense faire une étape aux alentours de cette ville, et puis comme ça, de jour en jour. Donc si tu veux, le tracé, je l'ai fait bien en amont, je savais exactement par où j'allais passer sur la carte. Après, ça ne m'a pas empêché parfois de me dériver de mon trajet initial parce qu'il y avait un truc qui m'intéressait, que j'ai découvert en cours de route ou qui avait l'air d'être sympa et qui m'a fait me détourner de mon trajet initial. En fait, il faut rester tout simplement ouvert et puis bah, faire comment tu le sens et comment tu en as envie surtout. J'ai pas mal de personnes qui me demandent le tracé GPX. Malheureusement, je ne l'ai pas, le tracé GPX, puisque j'ai fait ça vraiment chaque jour. En fait, je faisais mon tracé par GPS, et voire même, pas chaque jour, mais genre à chaque étape, quoi, hein, pour le matin, pour l'après-midi, genre je veux aller à telle ville, emmène-moi, quoi. Combien de jours faut-il prévoir en prenant le temps de visiter? Donc moi, je suis partie 21 jours. Si tu veux prendre le temps de visiter un petit peu plus, je te conseille 4 semaines. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et si tu as vraiment envie de prendre le temps, pourquoi pas 5 semaines. Après, tu peux rester plusieurs mois si tu en as envie. Je pense que si tu passes par toutes les petites routes, franchement, tu peux t'éclater. Bon les amis, cette vidéo est beaucoup trop longue parce que je tchatche beaucoup trop. Du coup, je suis obligée de la couper en 3.
Si tu es un petit peu curieux, tu peux aller dans la description et voir toutes les questions qui seront posées dans le prochain épisode. Abonne-toi, la suite arrive et c'est du lourd. Tchuss!